tous. Et bien écoutez, je vais faire aujourd'hui une vidéo sur Bisgrave. J'ai beaucoup joué à la saison 1 de Warhammer Underworld, un petit peu au début de la saison 2, puis après j'ai dû arrêter pour diverses raisons. Mais donc j'ai décidé avec Bisgrave de m'y remettre. Donc je vous propose une vidéo qui va, comment dirais-je, qui va se faire en 3 parties. Une première partie où ça va être de l'unboxing pur et simple de la boîte. Une deuxième partie qui sera, je pense, plutôt courte, mais qui va quand même faire un petit focus sur les règles et ce qu'apporte la saison 3. Et enfin, nous allons aller sur les cartes elles-mêmes, sur les cartes de bande, les deux bandes et les cartes communes, et voir un petit peu une petite analyse tactique, une première impression en tout cas sur ces bandes et sur ces nouvelles cartes. Voilà, bah écoutez, je vous propose que l'on démarre. On démarre cet unboxing, donc on ouvre la boîte, voilà ce qu'on découvre. Alors j'ai juste enlevé les plastiques pour faire gagner du temps. Alors, on a les pions, donc avec les pions d'état, point de blessure. Alors moi je l'avais retourné effectivement, mais voilà, ce sont les cases fatales, cases d'objectif qui peuvent se transformer aussi en cases fatales. Des nouveaux pions, on verra ça dans le point de règles, de focus sur les règles, à quoi ça correspond. Vous allez voir les points de gloire, donc on les a, les états, voilà. La deuxième planche, c'est pareil, on a les pions d'objectif, les points de gloire, les points de blessure, les pions d'objectif qui peuvent, les cases d'objectif qui peuvent se transformer en cases fatales. Donc il y aura certainement des cartes qui le feront, mais on verra ça plus tard. Voilà, on continue avec les pions d'activation. Donc vous voyez, il y en a 8 donc pour 2 joueurs, puisque effectivement vous avez 2 bandes, donc de quoi les jouer toutes les deux. Voilà, donc les pions sont plutôt pas mal. Ça change effectivement des précédents, donc c'est plutôt pas mal. Alors, je vais faire un point tout de suite sur les nouveaux plateaux. Voilà, puisqu'après on partira sur les cartes et les bandes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec ce plateau-là? Déjà, il y a une case fatale qui est plutôt centrée. Et ensuite, au niveau des points de départ de la bande, on voit que si vous prenez à peu près tous les côtés, vous en avez un qui va être tout de suite euh, sur un des points. La seule façon, entre guillemets, de l'avoir un petit peu de gagner, c'est ça. Mais alors, ça veut dire que vous avez des figurines qui sont complètement à l'autre bout. Donc voilà, donc c'est un plateau qui peut être intéressant, tout dépend. Si vous êtes sur une bande agressive, peut-être ce côté-là qui peut être intéressant, parce que vous arrivez, vous voyez, 1, 2, 3, vous êtes chez l'autre. Voilà, mais les autres côtés, quoique ce côté-là aussi pourrait être sympa, mais si vous êtes une bande populeuse, ça veut dire que vous en aurez un derrière. Voilà, donc à vous de voir. Donc plutôt pas mal. Après, l'utilité de la casse fatale, à voir. À voir. Ensuite, le deuxième côté. Alors là, pour le coup, on voit que vous avez 3 zones bloquées, 3 zones mortes, on va dire ça comme ça. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, pour le coup, là, si on le prend sur ce côté-là, c'est plutôt une position défensive. Où, tandis que si on le met dans l'autre côté, ben là, c'est agressif, puisque vous pouvez toujours avoir directement 3 voire 4 bonhommes très vite pour pouvoir agresser l'autre. Et en revanche, si c'est sur le côté, là c'est plutôt une formation défensive. Et à l'offensive, vous le mettriez plutôt de ce côté-là. Enfin, quand je dis défensive, c'est voilà, vous restez sur votre terrain, vous choisissez objectif par exemple. Voilà. Là, vous voyez les 4, vous êtes en position d'attaque. Voilà, donc ça c'était le premier plateau. Ensuite, le deuxième, si on devait l'analyser un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, il n'y a pas de case fatale, ça c'est la première chose. Ensuite, c'est assez réparti, vous en avez 3. Là, si on le mettait sur cette configuration-là, on va dire que c'est plus une configuration où vous avez l'intention d'aller sur l'adversaire. Effectivement, plutôt dans le côté agressif, comme on en revient là, comme je vous disais. Voilà, et si on faisait dans l'autre sens, là, vous avez quand même 4 positions à l'arrière, vous pouvez voir venir éventuellement une cinquième, voilà. Et puis dans ce côté-là, là c'est plutôt du défensif, vous voyez, sauf bande populeuse. Et si vous étiez dans l'autre sens,
c'est pareil, c'est pas ultra, voilà. Donc celle-là, tout dépend, mais c'est plus un plateau pour moi, un plateau, même s'il n'y a pas de case de défense, de case creuse, voilà, de case bloquée comme ici, c'est plus un plateau de défense. Alors l'autre côté, en revanche, lui, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a une carte fascale, il y a deux cases bloquantes. Voilà, et là, si vous voyez clairement, si on prenait cette position-là, j'essaye de vous le montrer en entier, voilà, vous devriez le voir comme ça, c'est plutôt, là encore, une position plutôt défensive. Vous voyez, avec quatre positions derrière, une case fatale si vous voulez aller chercher la figurine qui est ici, donc ça obligerait l'autre à se prendre un point de blessure. Des cases qui protégeraient aussi un petit peu. Donc là, clairement défensif. Et à l'inverse, si on mettait là, ce serait plutôt de l'offensif, avec une possibilité de mettre un ou deux gars à l'arrière si vous avez une bande populeuse, mais si vous voulez à l'offensif, c'est ça. Et sur l'autre côté, eh ben, c'est deux choix. Soit vous allez là, et là pour le coup, c'est plutôt du défensif, et là, si vous êtes là-dessus, ça peut être les deux. C'est plus une position défensive si vous prenez ce plateau. Ouais, vous pouvez un petit peu attaquer, mais là, ça fait 4 figurines, c'est-à-dire qu'il faut partir sur une bande qui soit pas trop populeuse. Et il faut quand même 3 cases, vous voyez, 1, 2, 3, même 4 pour aller de l'autre côté. Donc voilà, c'est pas trop un plateau pour de l'attaque. Voilà, en tout cas dans cette position-là. Voilà, donc ça c'était l'analyse rapide et assez succincte des plateaux. Alors on continue l'unboxing. Alors le livre de règles, on verra ça tout à l'heure. Le guide d'initiation, c'est pareil. Voilà, un petit livret, un petit fascicule, voilà, pour vous amener à Age of Sigmar. Voilà, que je vais enlever parce que je ne vais pas le garder. Le petit fascicule de montage pour les figurines. Les deux bandes, vous voyez, bon, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, mais je vous le remontre un petit peu. Voilà, là c'est pour jouer les sauvages et pour jouer les elfes. Voilà, voilà. Donc de très belles pièces encore. Ensuite, ben, comme les précédentes éditions, vous avez les dés, avec les dés de magie qui sont inclus. Aussi, les dés de défense et des d'attaque. Ensuite, on a les cartes bonus, donc c'est les cartes supplémentaires. Vous savez, comme ils font dans les précédentes éditions, vous aviez les cartes prêtes à jouer pour jouer tout de suite la bande et les cartes supplémentaires qui sont mises avec. Donc là, on regardera ça tout à l'heure. Allez, et ensuite, c'est donc la chasse sauvage, donc les elfes, la chasse sauvage de Skype. Voilà, donc on verra ça, le détail tout à l'heure aussi. Et en dernier, nous avons donc les profanateurs de Gashrak, donc les sauvages. Voilà. Ok. Et puis, chose qui est pas mal, il ne semblait pas que ça y était en tout cas sur la première, ça y était pas, il me semble. Vous avez les petites protections. J'ai un doute, mais je suis pas sûr. Bref, voilà le contenu donc de la boîte. Je vous ai fait un petit focus aussi sur les plateaux. Et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a dans le livret de règles. Et puis un petit focus donc sur les points de règles. Et ensuite, on fera en dernier point les cartes. Voilà, allez, on attaque le livret de règles. Focus sur les règles. Alors, on va juste regarder un petit peu le guide d'initiation. Donc, là, ça vous montre les deux bandes une fois qu'elles sont montées et peintes. Voilà. Ça vous montre aussi l'explication des jetons. Et donc, le jeton auquel je vous disais, c'était un pion marqueur, ce qu'ils appellent ça un pion en marqueur. Donc, ça doit avoir un effet certainement pour quelques cartes. Donc, comme je disais, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Après, le reste, c'est la même chose que pour ceux qui connaissent, c'est exactement la même chose. Le tutoriel, on vous explique un peu. Voilà, la phase de fin. Et voilà, et les champs de bataille. Voilà, donc ça, c'était le tutoriel. Allez, maintenant, on va passer au livre de règles, qui est un peu plus conséquent, hein, un peu plus épais aussi, vous voyez. Alors, au début, on a le fluff. On explique que la région de Bisgrave, ça attire les groupes, les bandes, etc., qui veulent avoir les richesses, récupérer les catophrane, etc. Donc ça, c'est du fluff que je vous laisserai lire volontiers, mais c'est très intéressant. Voilà. Ensuite, on a le but du jeu, les cartes de combattants. Donc ça, c'est tout le monde connaît. Les autres cartes, les piles, on vous explique tout ça.
on vous montre quelque chose qui ne, je crois pas, il me semble pas que ça a été aussi bien clarifié sur la précédente édition, mais on vous montre bien les cartes neutres, les cartes complétées, ce qui n'appartient à aucun territoire, voilà, les cases de bord, etc., les cases fatales, enfin en tout cas on vous explique ça de manière plus, je pense, il me semble plus détaillée que même sur la saison 2. Donc ça c'est plutôt pas mal et bien fait. Voilà, on continue sur les points de règle. Alors là on vous explique les séquences de jeu, comment ça se passe. Alors petite nouveauté, vous en avez certainement déjà si vous suivez un peu l'actualité de Warhammer Underworld et là de Bisgrave, que effectivement vous avez maintenant des cases fatales et surtout en début de jeu, une fois que les plateaux sont mis, une fois que les objectifs sont mis, vous avez la possibilité, chaque joueur a la possibilité de mettre une case fatale sur le terrain. Donc ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité des jeux. Donc on serait à tort, je pense que on aurait tort de s'en priver, comme on dit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On répercute aussi les actions, les dégâts, les séquences, tout est remis. Est-ce qu'il y a d'autres choses de particulier à vous dire là-dessus? On continue à regarder les règles, les réactions. Il y a quand même pas mal d'explications, de petits focus, des clarifications sur des points de règles qu'il n'y avait pas même dans la saison 2, alors qui ont pu être apportés dans des errata précédentes. Mais là, au moins, ça a le mérite d'avoir été posé, posé et marqué. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez même des règles alternatives, des trucs de campagne. Voilà, ça peut être sympathique aussi. Je vous laisserai lire, mais c'est des formats qui peuvent être rigolos à jouer, effectivement, à tester en tout cas. Voilà, et puis pareil, alors un glossaire sur les capacités, les différents plateaux, et un petit rappel, comme il y avait dans les précédents, sur les séquences d'activation, de ce que vous pouvez faire ou pas faire, et dans quel ordre. Voilà, et bien écoutez, c'était le petit point de règle, et maintenant on va regarder les cartes de manière plus précise. Les bandes dans un premier temps, chaque bande l'une après l'autre, et ensuite les cartes bonus. Allez, c'est parti. On va continuer par les analyses de bandes. Alors, contrairement à ce que vous avez dit, je vais commencer par analyser les bandes à proprement parler avec leurs cartes spécifiques. Donc d'abord les personnages, ensuite les cartes d'action, d'amélioration, de sort quand il y en a, et ensuite les objectifs, pour que vous voyez vraiment un rendu sur ce que fait la bande. Je ferai la même chose sur la deuxième, et ensuite je regarderai les cartes universelles, donc utilisables aussi par vos bandes, par les bandes précédentes des précédentes saisons. Allez, on va commencer par les profanateurs de Grashrak. Donc voilà, je me suis juste permis de les retourner pour vous les montrer. On verra les cartes d'action juste après. Alors, le premier, donc c'est Gnarl, le chasseur. Alors, déjà, ce qui me frappe, moi, c'est qu'il a que 2 points de vie, 1 dé d'esquive, alors 4 de déplacement. Alors, il attaque à distance. Donc, vous voyez, clairement, celui-là, il faut le utiliser à distance. Alors, condition d'exaltation, avoir 2 combattements ennemis hors de combat. Alors là, ça va dépendre vraiment des bandes que vous avez en face. Clairement, vous tombez sur les premiers Stormcast, vous aurez des difficultés à remplir cette exaltation. Voilà, donc il faudra l'aide de cartes ou de petits combos pour y arriver. Alors, voilà, et qu'est-ce qu'il vous propose lui? Donc une attaque à distance, un dégât, donc c'est pas énorme, et en plus des épées. Mais bon, c'est toujours ça de prix, comme on dit. Et en exaltant, ça rajoute pas grand-chose à part gagner un dé, si j'ai bonne mémoire, et non, même pas. Ça apporte pas grand chose l'exaltation pour celui-là. On continue. Le deuxième. Alors lui, Corche le Fourbe. 2000 ans, il tape au corps à corps. 4-2. Donc lui, ouais, plutôt fait pour bloquer. Alors, c'est l'action. C'est si ce combattant est sur une case de bord et n'a pas de pion de mouvement placé. Ah, ça c'est pas mal. Ça peut lui permettre d'aller n'importe où sur le plateau. Par contre, il est un peu faible. Mais par contre, son action, effectivement, vous mettez sur un bord de plateau, il peut arriver sur n'importe quel boss de bord de plateau et on lui donne le charge, donc il pourra jouer au tour d'après. Mais en revanche, ça lui permet de changer de plateau très vite et d'aller un peu partout très très vite. Donc ça peut être pas mal. Mais ce n'est qu'un combattant corps à corps. Mais sa capacité est pas mal. Et en exaltation, bon, il a toujours sa capacité. Il a 2 d'esquive, un peu mieux, mais par contre, voilà, toujours un dégât. Donc il faut vraiment dans l'objectif d'aller plutôt, effectivement, vous le déplacez, vous allez prendre un objectif. Voilà, ça peut être sympathique. Ensuite, celui-ci, Ushgor, le chasseur, une attaque à 3, 1, 2 points de vie toujours très légers. Au corps à corps 2, 4, pas de particularité. Et quand il est
exalté. Alors, il a inévitable. Donc, inévitable, c'est une des nouvelles règles qui fait que ça ne peut pas être esquivé. Le bouclier, ça marche. Mais l'esquive ne marche pas. Donc, 3, 2, 4, 2. Pas de, voilà, pas extraordinaire. Voilà, pas de capacité particulière non plus. Ensuite, on a Murgot demi-corne. Lui, il a 3 points de vie, 1 dé d'esquive, 2 dés pour 2, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt mieux que les autres en tout cas. Et lui, pas de capacité particulière. Il gagne. Et ouais, alors, il était en épée, il gagne toujours un épée de plus pour 3. Ouais, c'est pas folichon, mais bon, il tape à 2 déjà, donc c'est pas mal. Deuxième unité qui tape à 2, c'est pas mal. Deuxième unité, j'ai dit non. Non, c'est la première d'ailleurs qui tape à 2. Ensuite, on a celui-ci, un Draknar. Lui, déjà, il me plaît déjà un peu mieux. 4, un bouclier, 3 points de vie. Alors, c'est toujours des points de vie très légers hein, sur des frappeurs, ils tiennent pas trop la route. Lui, son avantage par contre, c'est qu'il tape au marteau, il fait 3. Et quand on l'exalte, alors là par contre, il a fracassant. Mais par contre, ce n'est que des épées. Il a un dé de plus. Donc voilà, c'est bien parce qu'il a fracassant. Donc sur des critiques, on peut pas difficilement l'arrêter. Mais voilà, c'est le petite erreur de casting. Pour le coup, voilà, voilà, il devient, j'ai l'impression que voilà, il devient berserk et du coup, il frappe peut-être plus fort, mais de manière désordonnée. Donc c'est ça comme ça qu'il faut le voir. Voilà, après, c'est peut-être une erreur voilà, à vérifier, mais c'est surprenant qu'il passe de marteau à épée en s'exaltant. Ensuite, on a le chef. Alors, le chef, lui, c'est un petit mage. Grachak Felouf. Voilà, alors je précise, c'est une figurine qui peut être utilisée aussi, alors je fais un petit aparté pour Warcry, puisqu'il y a une figurine alliée qui peut être intéressante à jouer avec ça. Voilà, alors on continue. On revient sur Warhammer. Alors lui, il tape à 2, 4 points de vie, donc c'est un tout petit peu plus résistant. Alors il est en capacité, et au début de la partie, lorsqu'un combattant ennemi est hors de combat, prenez un marqueur rituel, mettez un marqueur rituel sur sa carte. Donc ça peut être les marqueurs qu'on avait vus tout à l'heure, je vous avais montré. Voilà, voilà. Et alors, réaction, on conduit une action d'attaque d'un combattant ennemi avant le jet d'attaque. Retirez un marqueur rituel, vous pouvez relancer un dé de ce jet d'attaque. Donc c'est un seul dé. Ça nécessite de mettre un combattant de combat. Alors c'est pareil, c'est comme je vous disais, c'est situationnel parce que ça veut dire que vous partez sur l'idée que vous avez une bande ou une facilité à tuer une figurine adverse. Donc ce ne sera pas toujours le cas malheureusement. Voilà, donc sur des bandes populeuses, oui, je pense qu'il y aura moyen, puisqu'en général les bandes populeuses, il n'y a pas c'est pas des gros tons en face. Mais voilà, encore une fois, je prends l'exemple des Stormcast de la première saison. Voilà, là, clairement, celle-là, vous l'utiliserez très rare, pas du tout, ou très peu en tout cas. Voilà, alors donc ça c'était la version base, et si il s'exalte, il a la même condition que les autres, il s'exalte toujours la partie rituelle, il gagne pas grand chose, à part fracassant sur sa capacité, et 2 pour la magie. Voilà, bon bah c'est pas si mal. Alors c'est une bande qui me paraît très fragile, qui est capable de faire des petits dégâts, mais par contre qui est très fragile. Donc il faut voir ce qu'il y a après en carte. Alors ça c'est ma première analyse voilà, sur la bande en elle-même, sur les figurines. Alors, sur les cartes d'action. Alors attendez, je vais prendre toutes les cartes d'action, on fera les objectifs juste après. Alors les cartes d'action, on commence par celle-ci. Alors j'ai pris dans le désordre, hein, mais c'est pour vous donner. Alors, charge buffle, les premières actions d'attaque effectuées par un combattant ami dans le cas d'une action de charge à inné. Alors ça peut être pas mal pour faire des dommages. Voilà, ça peut être une bonne carte d'action. On verra ça tout à l'heure. Voilà, ça c'est bien. Ok. Ensuite, on a un sort, régression, manœuvre de sort. S'il est lancé, choisissez un combattant ennemi à 4 ou moins. Ce combattant reçoit un dégât, puis poussez-les jusqu'à une case. Ce doit de le rapprocher du lanceur. Alors ça peut être bien, si vous faites... Alors certes c'est un dégât, donc ça c'est plutôt pas mal. Manœuvre de sort, ça nécessite un critique. N'oubliez pas que sur 2 critiques, sur un lancer de sort, un dégât pour le lanceur. Hein. Mais donc un dégât, ça le pousse, ça le rapproche. Ça peut être bien pour le rapprocher vers un combattant ou le mettre sur une case fatale. Mais un dégât, c'est toujours ça le prix. Donc pour moi, c'est un sort pas mal, puisque c'est un plus qui ne peut pas... Voilà, ça ne peut pas être arrêté, puisque une fois qu'il est lancé, il se le prend.
Donc très bien, parce qu'il n'y a pas de parade, à part rater le lancer de sort, mais il n'y a pas de parade à ça. À moins d'avoir un anti-sort, bien sûr, hein. Ok, ensuite, encore une action, tirailleur. Jouer ceci après l'action de mouvement d'un combattant ami, sauf dans le cas d'une action charge. Peut effectuer une action de portée 3 ou plus. Donc là, donc ça peut être pas mal avec les deux archers. Voilà, ça fait une action de plus. Vous jouez, vous attaquez, donc c'est plutôt pas mal. Ça, d'avoir une attaque en plus, c'est toujours bien. Alors ensuite, une amélioration cette fois-ci. Donc une arme, attaque aveuglante. Alors c'est sur Uskor. Alors Uskor, c'est lequel? Uskor, voilà, c'est le petit. Voilà, c'est celui qui avait une action. Voilà, c'est celui-ci, hein, voilà. Il y avait une action à distance et une attaque corps à corps. Alors lui, ça lui donne son attaque au corps à distance. Cette action d'attaque, voilà, quand plus un en dégâts quand un ennemi adjacent. Alors sachant qu'il n'a pas beaucoup de points de vie, mettre ça, ça veut dire que vous partez sur l'idée globalement que l'adversaire aura raté son jet et qu'il sera en vie. Donc là pour le coup, je suis pas fan. Là, je vous le dis clairement, je suis pas fan. Il y a certainement des combos à faire avec, mais je suis pas fan. Trop fragile pour être utilisé, puisque le bonus de plus 1, vous ne l'utiliserez qu'au corps à corps, et comme je vous dis, ça veut dire que vous partez sur l'idée que soit vous allez devant, mais si vous ne tuez pas la figurine adverse, le retour c'est qu'il vous tape et il vous élimine. Enfin, la figurine en tout cas. Donc, je suis pas là pour le coup, c'est un pari risqué avec cette carte-là. Ensuite, vous avez une amélioration survivant endurci. Réaction après qu'une action d'attaque qui cible ce combattant échoue, poussez ce combattant de jusqu'à 2 cases. Alors, il y avait l'équivalent qui existait en saison 1, je crois que c'était avec les morts vivants qui avait ça. Voilà, c'est sur Corchi et Corchi, c'est celui-là, celui qui se déplace de borne. Voilà. Alors ça peut être bien pour le faire partir, mais c'est pareil, c'est trop risqué. Sur une bande où ils ont de très faibles points de vie, sur des améliorations comme ça, je suis pas très fan, c'est dangereux. Ensuite, N infini sur Gnarl, voilà, c'est un archer, c'est l'archer. Alors, lui, réaction après une action d'attaque de ce combattant qui met un combattant ennemi hors de combat, ce combattant est voilà, ça peut être bien. Là, par contre, ça peut être bien. Alors, bien sûr, il faut protéger le joueur, mais concrètement, vous faites une action d'attaque, vous tuez un ennemi, vous faites une autre action d'attaque comme une attaque à distance, ça peut être pas mal. Donc, concrètement, vous utilisez un des autres combattants pour affaiblir une cible, vous attaquez avec lui, et avec son amélioration, il tue et il fait une deuxième attaque à 3 cases sur un autre. Donc ça, pour le coup, je suis plutôt, par rapport à la bande, je suis plutôt pour. Voilà. Bien sûr, à condition d'avoir gardé le bonhomme. Par contre, voilà, l'inconvénient, c'est que sur une des figurines, donc ça veut dire que vous partez du principe que vous le protégez. Insensible à la douleur, plus 1 de blessure, donc c'est assez classique pour 2 figurines. Bon, ça c'est courant, mais c'est pas mal. Ensuite, un sort, vigueur bestiale, manœuvre de sort, donc il faut un petit symbole comme celui-ci. S'il est lancé, le combattant ennemi, plus de mouvement, donc ça peut être pas mal pour en combat. À voir si c'est utile ou pas, à voir si c'est, voilà, s'il y a de la place à mettre dans la composition de votre deck. Une action, choisissez un combattant ami, donc insulte sanglante, un combattant ami reçoit plus un dégât, moins un dégât, donnez-lui un pion garde, plus 2 dés à la première action d'attaque effectuée par ce combattant à la prochaine action. Alors ça peut être pas mal, mais c'est dangereux. Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Alors effectivement, ça fait... alors soit vous le faites sur un bonhomme où vous êtes sûr qu'il ne va pas être attaqué et qu'il n'est pas en danger, et vous y allez. Première action d'attaque, donc ça peut être une action d'attaque à distance, bien sûr. Donc voilà, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais, encore une fois, attention, sur une équipe comme ça qui a de faibles points de vie, attention vraiment à ça. Alors, on continue. Ville envahisseur. Choisissez jusqu'à 2 chasseurs. Bon, ça, il y avait une erreur. Je crois qu'il y avait un errata dessus, mais une petite. Voilà, mais je crois que là, pour le coup, ça a l'air d'être bon. Chasseur ennemi, posséder chacun de 2 cases. Donc ça peut être sympa. Voilà, ville envahisseur. On continue. Force dans le nombre, plus un dégât à la première action d'attaque effectuée par un chasseur ami. À la prochaine activation, s'il y a au moins un chasseur ami en soutien. Oui et non,
bah, oui, ça peut être bien, mais c'est situationnel. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs d'attaque, mais dangereux. Pour le coup, dangereux. Bien, mais dangereux. Encore une fois. Ensuite, frénésie de sang. Plus un dégât aux actions d'attaque de portée de 1 à 2 de ce combattant s'il y a au moins un pion de blessure. Voilà, s'il y a un point de... Alors là, ça va être difficile à remplir. Alors, c'est une amélioration qui dit... Comme ils ont très peu de points de vie, alors à moins que vous tombiez sur des équipes qui font très peu de dégâts, auquel cas, oui. Sinon, ça va servir à rien, parce qu'en général, vos bonhommes vont être éliminés tout de suite, donc vous n'aurez pas la possibilité de l'utiliser. Ensuite, on continue. Silex maudit. Alors, ça, fracassant. 1, 3D pour un dégât, fracassant pour un chasseur. Ouais, c'est bof. Mais bon, ça fait un dégât fracassant. Ensuite, estocade à la lance. Donc, ça peut cibler 2, plus 1 à la portée de l'action d'attaque de la demi-lance de ce combattant. Alors, ça peut être bien. On peut taper à 2. Taper à 2 au lieu d'un là, sur Muroshir et Korshir. Et Muroshir et Korshir, de mémoire, c'est ceux qui est tapé qu'à 1 exactement. Voilà, c'est ça. Ils avaient qu'une attaque à 1. Là, les faire taper à 2, pour le coup, à 2 de distance, ça peut être pas mal. Ça peut être plutôt même sympathique. Donc ça, là, je suis pour. En plus, c'est deux figurines de la bande. Donc voilà, c'est double usage donc en fonction de la situation. Donc là, pour le coup, vous pouvez l'utiliser sans problème. Éclair de sauvagerie. Alors, c'est pour Fellow, donc c'est pour le chef. 3, 1. Recul 1, sur une touche critique ça a plus un dégât, bon, donc là c'est plutôt sympathique. En plus avec le recul, c'est sympathique tout plein. Ensuite, toujours sur le chef, pour relancer un dé du jet de lancement à chaque fois que vous ce combattant entend. Voilà, c'est autant dire, c'est auto inclus on va dire. Hein, parce que là vous relancez un dé, alors quand vous lancez un sort, ça c'est des sorts, il a quelques sorts, vous avez vu qui étaient pas mal, donc sympathique. Ensuite, preneur de tête. Là, c'est situationnel, puisque c'est un seul bonheur. Alors, Draknar, je crois, de mémoire, c'est celui qui avait le marteau. Voilà, c'est ça. C'est celui qui avait le marteau. Donc là, ça peut se jouer, puisque vous mettez un combattant, un ennemi adjacent, gagnez un point de gloire supplémentaire. C'est toujours bon à prendre. Ça peut se mettre. Ça peut se mettre. À mon goût, hein, ce n'est que mon avis. Ensuite, une action d'attaque, mugissant de colère. Plus un dé à la première action d'attaque de portée 1 ou 2. Bah ça c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ce sera utile à pas mal de bonhommes. Donc ça c'est bien. Plus un dégât de première action d'attaque de portée 1 ou 2 effectué par combattu 1,5. Donc ça peut être bien aussi, mugissement de haine. Et le dernier, beuglement de Bergza, choisissez un combattant ennemi adjacent, un combattant ennemi, poussez-le de une case. Et voilà, une case supplémentaire. Alors ça c'est pas mal, ça veut dire que voilà, mais c'est pareil, c'est situationnel, c'est-à-dire que c'est une figurine qui a été affaiblie, ça vous permet de repousser beaucoup en fonction du nombre de blessures. Donc là pour le coup, je suis pas ultra. Alors c'est bien, mais très situationnel parce que comme je vous disais, vous tombez sur une équipe de frappeurs, vos bonhommes en général ils sont pas en vie, ils sont soit morts, soit voilà, soit ils sont encore en vie à plein ou à fou. Donc voilà, donc situationnel. Donc je suis pas super fan de cette carte. Bien, mais je suis pas fan. Allez, on va regarder les objectifs cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, Russe Bestiale. Alors, encore une fois, ceux de la bande. Hein, donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre des universels dedans. Hein, je vous donne juste un avis sur ceux spécifiques à la bande. Alors, instantané, marquez ceci éminemment ce que vous jouez, votre troisième manœuvre ou une manœuvre ultérieure au cours d'un seul... ouais, pour 1, c'est relativement facile à faire. Ouais, je suis pas là, je suis pas super fan non plus. Pain de sang. Marquez ceci à une phase de fin si au moins 3 combattants ennemis sont hors de combat. Alors là, je suis pas fan du tout. Déjà, c'est des unités qui font pas forcément ultra mal. Encore une fois, je prends l'exemple des Stormcast. Vous tombez sur les Stormcast, ça veut dire que vous gagnez, mais ok, mais ça veut dire que vous l'avez au premier tour, ça vous le ferez jamais. Donc très difficile à faire à mon avis pour ça. Sauf situationnel, encore une fois, hein, ça dépend de ce que vous avez en face. Coup fatal, instantané, marquez ceci immédiatement lorsqu'une action d'attaque d'un combattant ennemi qui cible un combattant, le meilleur de combat. Alors là, ça va être très difficile, sauf sur des unités qui... Je prends encore cet exemple-là, hein, mais c'est très difficile, ça va être très difficile à remplir, je pense. Pillard, marquez ceci immédiatement après une activation si au moins 3 combattants ennemis sont en territoire ami. Donc ça, par contre, là pour le coup, c'est très facile. Voilà, très facile à faire avec le nombre de votre bande. Vous pouvez très facilement aller chez l'adversaire. Donc là c'est un objectif facile à faire. Envahir le champ de bataille. Marquez ceci à une phase de fin. Si au moins un combattant ennemi dans chacun de ces territoires, vos territoires ennemi
Là, c'est pareil, ça peut être quelque chose, si vous l'avez en main, ça peut être quelque chose que vous pouvez faire assez facilement. Euh, donc là, oui, cela, oui, pourquoi pas. Elle est facile à faire. Marquez ceci à une phase de... Alors, souillure de la ruine, marquez ceci à une phase de fin si votre bande a lancé au moins 2 sorts à la phase d'action précédente. Ça peut se jouer, ça peut jouer. Ça veut dire que votre chef a fait des sorts pendant le tour. Donc ça peut se jouer, assez facilement même. Rituel de marquer ceci à une phase de fin s'il y a au moins 2 marqueurs rituels sur la carte. Alors là, pour le coup, je ne la jouerai pas parce que pour les mêmes raisons que tout à l'heure, un exemple, vous tombez sur des Stormcast. Encore une fois, cet exemple-là, mais il est significatif. Vous tombez sur des Stormcast, là vous aurez rarement le rituel, ou alors en fin de partie, mais cette carte-là ne sera pas forcément la plus utile à jouer. En tout cas en gain de points de gloire. Voilà. Conquérant. Marquez ceci une phase de fin si votre bande tient au moins 3 objectifs en territoire ennemi. C'est jouable. Pour 1, par contre, c'est situationnel. Donc partez sur dire qu'il a gagné que l'adversaire a pris l'avantage et a mis 3 objectifs chez lui, que vous arrivez à y aller. Donc pour 1, est-ce que ça mérite de 1 de le mettre? Je ne suis pas sûr. Profanateur, instantané, marquez ceci immédiatement après une activation de votre bande, tient au moins 3 objectifs. Alors là, pour le coup, c'est très facile à faire, 3 objectifs. Là, vous avez de quoi le faire. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus facile, paradoxalement, à remplir que le conquérant. Puisque ça nécessite pas, vous voyez, 3 marqueurs objectifs, ça peut être très bien 2 chez vous, 1 chez l'autre, ou 2 chez l'autre et 1 chez vous. Donc c'est très facile à remplir. Enfin, très facile. En tout cas, beaucoup plus simple. Ensuite, supériorité avérée, double. Alors ça c'est bien, ça n'existait pas avant, donc c'est en fait c'est si et. Donc c'est 2 conditions à une phase de fin si tous les leaders ennemis sont hors de combat et votre leader n'est pas hors de combat. Donc c'est-à-dire concrètement le vôtre est en vie et l'autre non. C'est faisable, mais ça veut dire que vous partez sur le pied que vous allez chercher l'adversaire et que vous protégez votre leader. Mais c'est faisable, c'est un objectif qui est faisable. Instantané, marquez ceci immédiatement quand un troisième combattant ennemi ou plus qui en charge à la même phase. Donc ça, alors là pour le coup, pareil, c'est très facile à faire, instantané. 3 charges, c'est faisable dans cette bande-là. Survie du mieux, double, marquez ceci à une phase de fin. Si au moins un combattant ennemi survivant, 5 combattants en plus sont corps. Alors là, c'est jouable. Parce que comme vous avez une bande populeuse, vous rentrez une autre bande populeuse, 5 combattants, c'est jouable en tout cas. C'est largement jouable. Voilà, on a fait le tour des bandes de la carte, des cartes spécifiques aux bandes des profanateurs de Gashrak. On va attaquer la bande suivante. On va continuer avec la chasse sauvage de Skaelt. Alors, ils les ont mis de côté exalté, ça nous intéresse un peu moins. Alors, on va commencer par le chef. Hein. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a déjà? C'est une bande à 5, donc plutôt pas mal. Alors, 4 points de vie, c'est plutôt bien. Bouclier, 5, 3, 2 marteaux pour 1 à distance. Donc du marteau à distance, c'est plutôt pas mal. Et ça s'exalte. Puis on charge à la fin d'une phase. Alors là, c'est très facile à exalter, beaucoup plus facile que la bande précédente. Là déjà, je suis déjà plus fan. Corps à corps, 3 épées, 2. Et ensuite, il a le javelot, le lance, qu'on va ne pas effectuer qu'une fois par partie, la plus un dégât. Si après, c'est une action de charge. Donc la première attaque ne fait bon que premier, mais en même temps, voilà, si vous le réussissez, vous faites une action de charge, donc plus un dégât. Vous faites 2 avec le marteau, c'est plutôt réalisable assez facilement. Vous faites 2 dégâts déjà une figurine, c'est plutôt très sympa. Alors, si elle a fait sa charge, c'est exact. Donc comme je vous disais, c'est assez facile. Le javelot de chasse, donc elle peut l'avoir ou ne pas l'avoir, mais par contre, balayage 3 pour 2, c'est très bien, 2 boucliers, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne figurine. On continue avec le deuxième, 3 points de vie, une esquive, donc voilà, 2 pour 2, pareil avec une charge. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est du marteau, donc ça fait globalement ça touche plus facilement, et en exaltant, ça a 5 de mouvement, toujours 3, et par contre le fracassant, et voilà, et par contre ça gagne, vous pouvez lancer un dé de défense quand ce combattant est la cible d'une action d'attaque. Donc c'est plutôt pas mal, relancer un dé de défense, donc même si c'est une esquive, ça vous permet d'avoir une chance de plus d'avoir un critique. Donc c'est plutôt pas mal, j'avoue que je suis plus, voilà, il n'y a pas, c'est plutôt sympathique. Voilà, ensuite Lycan le Malkin, donc le chien.
5 de mouvement, 1, 2 points de vie. Pas d'avoir. Bon, bien sûr, on peut pas recevoir pas tenir de logique, pas d'action d'attaque, donc c'est un peu difficile. Par contre, s'il s'exalte, il a inévitable 3 pour un dégât, 5 de mouvement, ouais, il est pas extraordinaire, hein, disons il peut aller sur la cible facilement. Ensuite, on continue la mage. Alors, c'est une mage, vous voyez, il a 1, 2 pour 2, 4, 2 d'esquive, donc c'est pas tout de suite 2 d'esquive, c'est plutôt pas mal, 3 points de vie. Léger, mais 2 d'esquive, ça compense, ça peut le faire tenir plus facilement. Et corps de chasse. Alors, vous pouvez le mettre, donc quand vous tuez action, mettez un point, un marqueur sur cette carte corps de chasse, relancez un ou deux plus dans la prochaine action. Ça, c'est pas mal, parce que du coup, voilà, vous mettez un marqueur de chasse, un autre combattant va faire son action d'attaque, s'il le rate, hop, vous enlevez le marqueur de chasse et il peut relancer euh, relancer un ou plusieurs dés, donc voilà, c'est très très fort. C'est plutôt très très fort. Ensuite, Altaen, pardon, tracker qui en note, un chasseur. C'est du marteau aussi, donc ça veut dire que ça touche plutôt facilement. Donc là, quand vous voyez tout à l'heure, c'était des esquives, le marteau, ça va faire. Alors c'est qu'un dégât, sûr, mais par contre, c'est toujours une esquive, 3 points de vie. Donc globalement, ils ont plus de points de vie, ils sont un peu moins nombreux, mais plus de points de vie. 5 de mouvement, et c'est de l'inévitable à 2D, et pareil, on peut lancer un jet de défense. Donc, c'est plutôt pas mal. J'avoue que pour l'instant, de ce que je vois, je préfère largement cette bande à la précédente. Allez, on va regarder les actions. Alors, c'est un sort, un sort. Donc, manœuvre de sort, s'il est lancé, choisissez un combattant ennemi à 4 cases au moins du lanceur, donnez à ce moment un pion mouvement. Ça, c'est bien, c'est vous empêcher de bouger un truc. Donc ça, je suis très fan. C'est plutôt pas mal, c'est du contrôle de board. Ensuite, en action, course effrénée, choisissez un combattant qui n'a pas de pion de mouvement. Il est de siège, il effectue une action de mouvement, donc il va gagner son mouvement, mais par contre, vous l'avez fait bouger gratos en action. Donc, voilà, vous le déplacez, boum, et puis d'un coup, l'action d'après, bah, il peut attaquer, puisque même s'il aura déjà bougé, il peut attaquer sa cible sans problème. Donc, je suis assez fan. Chasse en meute, alors là, c'est cette carte-là qui a été ratée, donc il faut combattant ennemi, pas forcément adjacent, et pousser chacun de une case. Donc ça, c'est plutôt sympathique. En sort, puissance de Kurnov, manœuvre de sort. S'il est lancé, choisis un combattant ennemi. Ses actions d'attaque ont une portée de 1 ou 2, donc ça c'est bien. Sort chacun du rôle jusqu'à ce que soit mis hors de combat. Alors ça c'est bien. Vous pouvez l'enlacer au contact, voilà, il gagne un dégât, voilà, tant qu'il est en vie. Pour cette action, pendant ce round-là, ouais, c'est plutôt sympathique en sortilège. Récupérer le javelot, c'est pour le leader, n'est plus considéré comme ayant effectué l'action d'attaque. Ah bah ça c'est bien, ça c'est très très fort même. Voilà, le javelot qui faisait 2 avec le marteau lorsque c'était une action de charge, voilà, donc c'est plutôt sympathique. On continue, frappe synchronisée, la première action d'attaque, un combattu. Alors, c'est situationnel, rajouter un dégât s'il y a un soutien. Situationnel, mais à voir. Rapide comme le vent, choisissez un combattant ennemi ayant moins un pion de mouvement, retirez un de ses pions. Ça, c'est très bien. Vous retirez un pion de mouvement, ça permet de rebouger, c'est plutôt sympathique. Cri de chasse, retirez tous les pions de garde des combattants ennemis adjacents, poussez tous les combattants ennemis jusqu'à une case. C'est situationnel, mais pas mal. C'est une amélioration situationnelle. Alors, force divine, les actions d'attaque on recule 1, c'est plutôt sympathique. Très, très sympa. Très sympa, enfin c'est bien. Après, dans ces cas-là, prenez sur l'optique de prendre un plateau si vous jouez cette carte-là, un plateau avec des caches fatales et d'essayer de jouer avec. Ensuite, tir rapide, amélioration toujours. Après l'action de ce combattant au cours de laquelle il effectue une action d'attaque de portée 3+, il effectue une autre action d'attaque de portée 3+. Alten, c'était celui qui avait l'attaque voilà, avec le marteau à distance, ouais, c'était un archer. Donc oui, c'est plutôt très, très sympa. Plutôt ça sympa. Grande enjambée, plus de mouvement, ok. Chasseur, lorsqu'on reçoit des dégâts, jusqu'à un minimum de 1, donc ça c'est classique, c'est existé déjà même dans des universels sur les éditions saison précédentes, donc à voir. Pas folichon, mais à voir. Ensuite, attaque au bouclier pour Skaet. Deux marteaux à 3. Alors là, pour le coup, ça peut être sympa. Et Skaet, c'était lequel? C'était. Bien sûr, je ne le trouve pas. Et
Kaet. Ah bah c'était le chef. Donc oui, oui, c'est lui donner une attaque à 3 pour compenser celle où c'est 3 épées. Oui, oui, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt bien. Mais alors là, pareil, vous partez sur l'idée que vous protégez votre chef. Hein, ensuite, pour le lanceur de sorts, très putride, inévitable, sur une coup de critique plus un dégât. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais voilà, il faut protéger le lanceur, mais ça peut être une bonne amélioration, en tout cas à mettre, c'est pas perdu, comme on dit. Un sort, brise régénératrice, lanceur soin 1, ouais, c'est bien ça, vous lancez, vous faites un soin, voilà, il suffit que vous soyez un peu gros groupé, vous faites un soin de 1 sur tous les 4 cases de lui, donc c'est plutôt sympathique. Bondir sur la proie en action. Alors ça peut être bien situationnel parce que ça vous permet au fait de bouger de 3 cases sur un ennemi mais qui a déjà pris une blessure. Mais ça peut être sympathique. Mais par contre, comme c'est une action, je pense qu'il y a d'autres actions à mettre qui sont plus intéressantes que ça. Mais ça peut se jouer. Ensuite, on continue. Son de la vélocité, le combattant mis au plus en mouvement. Ok. Jusqu'à la fin du round. Je suis pas personnel. Plus un mouvement, ok, ça peut permettre de se rapprocher, mais je pense qu'il y a d'autres choses, encore une fois, en action à mettre plutôt que ça. Ensuite, l'œil de Kurnoth, chasseur, les actions de son combattant ont plus un dé. Si la cible est une proie, les actions d'attaque de ce combattant ont également inévitables. Ça peut être pas mal, ça peut être sympathique à voir. C'est situationnel mais sympathique. Aspect de la chasse. Alors, pour les gains, donc pour le lion, plus de mouvement, plus en blessure. Bon, là, je pense que c'est un auto-inclus pour le loup, même si c'est que sur une figurine qui est un peu fragile. Voilà, mais je pense à mettre. Marque de Kurnoth pour le chasseur. Vous pouvez relancer un dé de défense. Alors, il a deux effets. Vous pouvez lancer un jet de défense de ce combattant lorsqu'il a cible d'une action d'attaque, donc c'est pas mal. Et en réaction, après l'action d'attaque d'un combattant ami qui met hors de combat combattant ennemi adjacent, ah bah ça c'est bien. Voilà, s'il met un combattant ennemi, vous pouvez l'appliquer directement à un combattant. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà, on a vu les cartes d'action pour cette bande-là. Donc moi j'avoue que je suis j'ai beaucoup plus accroché à celle-là que la précédente. Les elfes me plaisent beaucoup plus. Et pourtant, je suis fan des nains, donc c'est vous dire. Mais bref, allez, on continue. On va regarder maintenant les objectifs pour cette bande. Aspect de Kurnoth, marquer ceci à une phase de fin si tous les combattants ennemis survivants sont exaltés. Alors là, celle-là, je pense que c'est du auto-include. Faire des charges avec cela, je pense que c'est pas le plus compliqué des choses à faire. Don't Kurnoth, surtout avec les mouvements qu'ils ont. Don't Kurnoth, marquer ceci à une phase de fin si au moins 3 combattants ennemis survivants ont chacun au moins une amélioration. Ça peut se jouer, ça peut se jouer. Peut-être pas folichon, mais ça peut se jouer. Alors, hybride, la curée, marquez ceci une phase de fin, si un combattant ennemi avec une classique de blessure de 4 ou moins est hors de combat, ou votre bande tient au moins 3 objectifs. C'est une condition, l'un ou l'autre, donc oui, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ils ont des capacités avec des marteaux de faire des dégâts assez facilement, donc oui, la curée, c'est jouable, largement même. Transpercé. Instantané, marquez ceci immédiatement quand votre leader met hors de combat un combattant ennemi. Là pour le coup, c'est situationnel, je suis pas fan. Tuer les corrompus. Marquez ceci une phase de fin si au moins 3 combattants ennemis sont hors de combat. Ouais, ça peut se jouer très facilement aussi. Lien spirituel, marquez ceci immédiatement quand votre bande lance un sort. Ah, ça, je pense que ça peut se mettre aussi facilement. Ensuite, appel sauvage, marquez ceci à une phase de fin. Si effectuer une action au corps de chasse, et si Catherine est vivant, ça peut jouer facilement, puisque le corps de chasse peut jouer aussi facilement. Donc oui, non, ça se fait. Donc il faudra faire un tri, pareil, hein, dans la bande précédente, il faudra faire un tri dans ce qui est jouable ou pas, mais déjà, ça vous donne une première idée de ce que vous pouvez faire. Étreinte de Kurnoth, marquez ceci immédiatement quand un combattant ennemi est poussé sur une case fatale. C'est trop situationnel pour être mis à mon goût. Même si les cases fatales, il y en a un peu plus. Rite purificateur, marquez ceci une phase de fin si votre bande tient tous les objectifs sur les tirs d'au moins un joueur.
ça peut être jouable parce que c'est valable aussi chez vous comme chez l'autre. Donc ouais, c'est pour deux, ça se joue. Meurtre rituel instantané, marquez ceci immédiatement quand votre board meilleur de combat combattant ennemi se trouvant sur la même case qu'un objectif. C'est pareil, ça peut se jouer, c'est de l'instantané en plus, donc ça peut se jouer. Traquer jusqu'au bout, marquez ceci immédiatement quand un combattant ami met un combattant ennemi hors de combat avec une action d'attaque effectuée dans le cadre d'une action de charge. Je pense que ça peut jouer aussi. Parce que vous faites des charges pour les exalter, voilà. Je dirais même si vous l'avez en début de jeu, ça peut être bien. Mais après, c'est quand même situationnel, mais c'est une situation que vous pouvez faire facilement, donc ça se joue. Vivacité protectrice, marquez ceci une phase de fin si au moins 3 combattants amis survivants ont chacun au moins un pion de mouvement et ou charge. Ouais, ça se joue aussi. Annihilation, bon bah c'est l'ancienne, il faut tuer tout, donc ça vous la connaissez, hein. Tenir l'objectif 1, tenir l'objectif 2, tourner, voilà, jusqu'au 5. Donc ça, vous connaissez, c'était des universels d'ailleurs, bah, je les avais pas triés ceux-là. Bon, bah écoutez, je vais les enlever, mais bon, vous les connaissez, il n'y a rien de surprenant dans cela. Voilà, bah écoutez, moi je suis assez content de cette bande-là. J'ai envie de la jouer, j'ai envie de la tester, donc je pense que je vais me faire un deck avec pour la tester. Elle me donne envie. Alors même s'il n'y a pas forcément des gros points de vie, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, ne serait-ce que rien qu'avec les cartes de la bande. Donc voilà, et je suis beaucoup... Là déjà, le premier avis sur les deux bandes, je préfère largement les elfes aux sauvages. Les sauvages pour moi sont trop fragiles, ils ont des capacités de dégâts, oui. Mais paradoxalement assez situationnel et pour moi c'est une bande qui est très très faiblarde. Et là, pour le coup, par rapport aux bandes précédentes, je pense qu'elle est un peu, voilà, elle est trop, pour moi, elle est trop limite. Voilà, ça ne regarde que moi, mais c'est mon avis. Voilà, on va passer au dernier point, on va passer aux cartes universelles. Avec les cartes universelles, alors ce qu'il y a eu de nouveau, c'est le showstrap et le piège à ours. Le piège à ours, c'est une action, lorsque vous poussez un combattant, vous le faites un dégât. Et ensuite, on a un petit peu l'inverse, mais c'est une amélioration. Donc attention, ça veut dire que l'autre sera au courant de ce que vous avez. Lorsque un adversaire lorsque vous êtes repoussé et avant d'être mis sur une case fatale, vous pouvez lui mettre un dégât situationnel, mais pas de bien. Après, vous aviez des cartes que l'on connaît déjà, endurance accrue, vitesse accrue, force accrue. Alors par contre, ce qui est bien par rapport aux éditions précédentes, pardon, ce qui n'était pas le cas avant, c'est que vous avez ces forces accrues n'est valable que pour les attaques de portée 1 et 2. Il ne me semble pas que ça ait été précisé sur les précédentes. Ensuite, on a vigueur surnaturelle qui vous donne plus 1 de défense jusqu'à la fin du round, ou alors s'il meurt. Confusion, vous connaissiez. Et je crois que c'est tout. Pas de côté, vous connaissiez aussi. Instinct de prédateur, c'est une amélioration qui donne le trait chasseur. Et vous aviez l'action qui est marquée, qui vous donne le trait proie sur une des cibles, donc c'est pas mal. Ensuite, dans les objectifs, c'est globalement ce que vous connaissiez déjà, un refus, suprématie, conquête, que vous connaissiez. Et ensuite, les tenir d'objectifs qu'on avait déjà vu un petit peu tout à l'heure. Voilà. Bah écoutez, alors, bilan de Bisgrave. Au niveau des bandes, déjà, je trouve que les bandes sont là pour le coup très déséquilibrées. Enfin, moins parce que les elfes sont des unités qui ont des points de vie, mais qui peuvent être tombés relativement facilement. Mais pour moi, il y a un clair déséquilibre. Les elfes sont beaucoup plus costauds et beaucoup plus jouables de manière globale que les sauvages qui ont trop peu de points de vie. Alors même si c'est populeux, je trouve que c'est trop fragile et leurs conditions, même d'exaltation, est trop compliquée. Vous aurez du mal à exalter avant le tour, avant le round 2, voire le round 3. Donc voilà, donc je suis pas super fan de cette bande-là. Elle va être dure à exalter. Dur à exalter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, les plateaux sont très bien. Donc, n'oubliez pas qu'il y a les cases fatales. La possibilité d'en rajouter une aussi en début de jeu peut être très important. Donc, ça peut être aussi une tactique de jeu à prendre en compte. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas encore bien assimilé, mais il va falloir que je le fasse parce que je pense qu'il y a des choses à faire avec.
Je vais jouer personnellement, je vais tenter de jouer, même si je suis fan des nains, et, ça me fait mal de vous le dire, mais je vais essayer de jouer les elfes, et de jouer à côté de ça les Caradrons et les Stormcast, puisque c'est les Stormcast, c'est la première faction quasiment que j'ai joué. Voilà. Bah écoutez, j'ai fait le tour de ce Beast Grève. C'était la première vidéo pour Warhammer Underworld. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Il y aura d'autres contenus Warhammer Underworld. N'hésitez pas à me mettre en commentaire également si vous souhaitez d'un contenu spécifique par rapport à ça, si vous voulez voir des points de règle, des situations de jeu, des rapports de bataille. En tout cas, n'hésitez pas. Je vous conseille également de voir par rapport à Bisgrève et par rapport aux précédentes saisons, de voir les vidéos d'Iggy TV ou la force, la chaîne Force 12 P1 de notre ami Cyprien, qui fait toujours beaucoup de choses pour la communauté, donc merci à lui. Euh, J'espère vous voir sur Paris bientôt pour faire des parties ou pour des tournois, plus pour des parties, de tournois je suis pas sûr. Il faudrait que je me remette déjà un peu dedans avant de pouvoir envisager de faire un tournoi. J'ai tout dit, voilà, c'est fini, j'ai fini de parler, je suis un peu bavard sur la fin, mais j'ai tout dit. Je vous souhaite de bien vous amuser, profitez bien du jeu, amusez-vous, c'est le plus important. À bientôt!